Cette édition de décryptage reçoit Jean-Marc Kilolo, expert des affaires économiques à la CEA. Dans ce nouveau numéro, il partage avec nous les stratégies spécifiques que les gouvernements africains peuvent appliquer afin de renforcer la résilience des économies du continent. Monsieur Jean-Marc Kilolo, bienvenue sur Africa 24. En tant qu'expert des affaires économiques à la CEA, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels l'Afrique fait face dans le contexte économique mondial actuel, marqué par une grande incertitude? Un des défis majeurs, c'est véritablement l'accès au financement. Alors vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, la population a accru depuis 30 ans. Il y a évidemment les méga tendances qui touchent le monde entier. Nous avons le changement climatique qui frappe de plein fouet le continent, mais qui présente aussi des opportunités. Nous avons également le dividende démographique, une population jeune, surtout en Afrique de l'Ouest. Alors quel avenir, quel futur peut-on donner à ces populations? L'autre méga tendance qui touche également le continent africain, c'est la méga tendance justement de l'urbanisation. Donc il y a un changement dans l'économie des agglomérations, les gens se concentrent dans les villes. Comment on fait pour que les gens vivent dignement, aient accès aux services de base, vivent dans des conditions de salubrité? C'est autant de défis actuels en Afrique. Le plus important, qui permet justement d'y répondre également, c'est l'accès au financement. La CEA joue un rôle clé dans l'appui aux États membres sur les questions de développement économique. Quelle stratégie spécifique préconisez-vous pour renforcer la résilience des économies africaines face aux chocs externes? Alors je pense que c'est le rôle un peu des think tanks comme la CEA et d'autres poids lourds comme le PNUD d'Afrique, l'Union africaine, qui ont ce mandat justement d'amener ces grandes questions sur le débat public. La question de financement. L'Afrique, quand on pense aujourd'hui, on voit l'Afrique comme un marché commun, ben, ça serait probablement un des plus grands marchés, sinon le plus grand marché commun. Une population énorme. Certaines études de McKinsey déjà datant de quelques années considéraient l'Afrique comme une économie émergente, comme le Brésil. Donc l'Afrique a un potentiel qu'il faudrait exploiter. Par exemple, au niveau de l'accès au financement, des organisations telles que la CEA, le PNUD d'Afrique et l'Africa Peer Review Mechanism de l'Union africaine travaillent justement à préparer les pays africains pour avoir une bonne notation de crédit souveraine. Aujourd'hui, compte tenu des besoins de financement du développement, eh bien, l'Afrique de plus en plus recourt aux marchés financiers internationaux. Mais on remarque que les pays africains paient une prime des taux d'intérêt plus élevés. Une étude de la CEA de 2023 indique que la prime de risque est d'à peu près 1,7 points de pourcentage. Donc il faudrait que les pays africains savent comment se positionner sur les marchés financiers internationaux. Par ailleurs, compte tenu de notre population, il faudrait faire également de l'ingénierie financière qui permettrait justement à mobiliser les ressources domestiques. Nous, à la division macroéconomie, finance et gouvernance, eh bien, nous assistons les pays pour voir en fait quel est le potentiel. Nous avons par exemple des systèmes de congés fiscaux, mettons dans le secteur minier. Ces congés fiscaux qui constituent des pertes sèches de revenus. Donc il faudrait rationaliser également les congés fiscaux. Au niveau de l'assiette fiscale, comment aujourd'hui réduire le tax gap, c'est-à-dire le déficit, si vous voulez, de collecte des impôts. Donc il faudrait activer un certain nombre de mécanismes locaux qui permettraient justement de mobiliser les ressources de façon domestique pour financer nos besoins. Enfin, en se basant sur l'expérience des pays comme l'Égypte, mais également de l'expérience sous-régionale en Afrique centrale avec la BVMAC et en Afrique de l'Ouest avec la bourse régionale des valeurs mobilières, il faudrait penser qu'on ait plus de marchés financiers qui permettraient justement au gouvernement de lever des ressources, mais également le secteur privé qui devrait être le fer de lance d'une Afrique industrielle. L'industrialisation et la diversification économique restent des priorités pour le continent. Comment la CEA accompagne-t-elle les pays africains dans la mise en œuvre des politiques favorisant ces objectifs? Écoutez, parce que les besoins sont énormes. Aujourd'hui, le cas dans lequel nous fonctionnons, le monde d'aujourd'hui ne sera jamais plus comme avant. De manière traditionnelle, l'Afrique comptait sur l'aide au développement.
Mais aujourd'hui, face aux besoins, l'aide au développement représente des miettes. Pourquoi? Parce que avec la crise qui est en Europe, on parle de l'Ukraine, eh bien, les donneurs se tournent vers leur continent. Ils veulent sécuriser, ils veulent concentrer leurs efforts d'aide au niveau de leur continent. Donc, il y a, si vous voulez, un changement de perspective. Et donc, face à cette réalité, il faudrait trouver des instruments innovants. Par ailleurs, les sommes concessionnelles, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, qui fait des prêts à des taux faibles, eh bien, ce n'est pas assez. Les besoins sont énormes. Je parlais des méga-tendances comme le changement climatique. Il y a des défis de désertification, il y a des désastres auxquels il faut répondre, il y a un déficit énergétique, infrastructurel qu'il faudrait combler. Donc il faudrait maintenant trouver des moyens innovants. Au départ, on pouvait s'en contenter, mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il faudrait justement activer des mécanismes qui existent. On ne va pas réinventer la roue, ce sont des choses qui ont fait leurs preuves ailleurs, mais il suffit pour nous de copier le modèle de ce qui est fait ailleurs en l'adaptant à évidemment nos réalités. La zone de libre-échange continentale africaine est perçue comme une opportunité majeure pour stimuler le commerce intra-africain. Quels sont les principaux obstacles à son plein déploiement et comment peuvent-ils être surmontés? Alors, laissez-moi prendre un exemple. Vous avez des économies comme le Nigeria. On parle des millions, des centaines de millions de personnes. Également, la RDC, d'où je viens. On parle d'environ 120 millions d'âmes. Alors, si on est capable de mobiliser une moyenne de $100 sur 100 millions de personnes, vous voyez ce que ça fait. On parle déjà des millions de dollars qui peuvent financer des initiatives innovantes. La CEA, par exemple, au moment où nous parlons, appuie un projet qui est celui de la création de la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC et en Zambie. Pourquoi ces deux pays? Parce que ces deux pays détiennent des ressources, des dotations importantes de minerais dits stratégiques ou critiques, selon la perspective. Mais il convient aujourd'hui pour nous développer, pour que l'Afrique se développe, se défaire, se départir de ce modèle économique qui consistait tout simplement à exporter des matières premières. Et certains, les plus radicaux d'entre nous, diraient que lorsqu'on exporte les matières premières, mais on exporte également des opportunités d'emploi, des opportunités d'améliorer le niveau de vie des Africains. Et donc, il faudrait monter le long de la chaîne de valeur. Donc, on peut le faire déjà en faisant ce qu'on appelle des précurseurs de batteries, penser aux batteries et enfin aux véhicules électriques. Au moment où on se parle, la ministre ougandaise qui participe à ces assises a montré une vidéo où l'Ouganda a commencé déjà à monter des bus électriques. Donc ce sont des choses qui sont à notre portée et qui lancent un signal quant au sérieux du continent par rapport à l'agenda climatique. L'incertitude économique mondiale affecte les investissements étrangers en Afrique. Quelles mesures suggérez-vous pour attirer et sécuriser des investissements durables sur le continent dans ce... Alors, on l'accompagne de plusieurs manières. Donc, une des manières, nous avons appuyé et nous continuons à le faire plusieurs pays à améliorer leur mobilisation de ressources domestiques, notamment en créant des marchés financiers. Nous avons appuyé la création de la première bourse de valeur en Éthiopie. Nous appuyons également plusieurs gouvernements à créer des marchés de capitaux en monnaie domestique pour s'affranchir des risques de change. Donc ça, c'est une première chose. Nous appuyons également les pays à revoir leur plan d'industrialisation. Nous l'avons fait en Afrique centrale, notamment au Cameroun, où nous avons revu. Et aujourd'hui, un adage de la CEA, c'est de passer des idées aux actions. Nous avons pu réussir à créer des partenariats avec des banques de développement ou des institutions de développement sur le continent. Nous pensons par exemple à Africa Finance Corporation ou à Afreximbank. Nous ne sommes pas des banquiers, nous vendons des idées. Et alors, donc, il faut s'associer à ceux qui ont la capacité de passer aux actions. J'ai cité cela, mais nous avons également la Banque africaine de développement. Parlons de ce projet de la chaîne de valeur des batteries en RDC et en Zambie. Nous avons associé à ce projet la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BAD, mais aussi Afreximbank et AFC. Afreximbank, d'ailleurs, a couvert les frais pour faire les études de faisabilité, après que nous ayons financé en consortium des études qui montraient que la RDC avait un avantage compétitif potentiel dans la fabrication des précurseurs de batteries. Le groupe Africa 24 fête ses 15 ans cette année. Quels conseils et orientations pourriez-vous donner à ce média
pour mieux soutenir les initiatives de développement et leur impact sur l'Afrique en général. Alors, permettez-moi de faire allusion au papier de recherche que nous avons présenté avec ma collègue, mademoiselle Guéfé Zou, qui faisait son stage à la CEA. Nous avons écrit un papier sur les déterminants des émissions des eurobonds par les pays africains. Alors, quels sont les résultats importants que nous avons trouvés? Nous avons trouvé en fait qu'un déterminant majeur, c'est la notation souveraine. La notation souveraine indique un peu la perception de risque qu'on se fait de l'Afrique. On a toujours considéré l'Afrique comme un continent risqué. Alors il est important justement pour les pays africains qui n'ont pas encore de notation souveraine d'en avoir. Et donc il y a un accompagnement que la CEA a fait, mais également Africa Peer Review Mechanism et le PNUD Afrique pour préparer justement les pays africains à avoir une notation. Et donc la notation est normalement un exercice interactif où les pays doivent être engagés. Alors le constat que l'on fait, c'est que certains pays ont jusque-là minimisé l'impact de cette notation. Alors qu'aujourd'hui, si on voit les intérêts payés sur la dette, eh bien ils sont plus importants que l'argent qu'on reçoit de l'aide internationale. Donc aujourd'hui, ça devient éminemment important d'avoir une notation souveraine, de s'y préparer et de prendre cet exercice au sérieux. Alors il y a évidemment l'épineuse question de la gouvernance. Une fois qu'on a l'argent, qu'est-ce que l'on fait? Quel est l'usage qu'on en fait? Et donc, l'Afrique a également du travail à faire en améliorant ses cadres de gouvernance pour affecter de manière effective et efficiente les ressources mobilisées sur les marchés financiers et même au niveau domestique. Jean-Marc Kilolo, expert des affaires économiques à la CEA, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.